Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo scientifique, improvisée pour vous parler de la violence sexuelle chez les humains et des crimes sexuels chez les humains. Alors c'est une vidéo d'actualité parce que nous avons l'affaire Epstein qui montre bien que le sexe et les crimes sexuels sont quelque chose de récurrent dans l'espèce humaine, dans cette espèce de primate bien particulière, et qu'on ne retrouve pas chez les autres primates, ce trait, cette prépondérance dans les actes sexuels violents pour pouvoir accéder aux matrices, pour pouvoir accéder à la jouissance des mâles sur les femelles. Et cela est vraiment le propre de l'homme. Alors, il y a bien chez les primates, parfois, lorsque les femelles sont en période d'oestrus ou aux alentours de ces périodes, c'est-à-dire les périodes de fertilité, quand l'ovule peut être fécondé, on voit chez certains primates des mâles forcer les femelles. Mais ce n'est pas quelque chose de récurrent, ce n'est pas quelque chose que l'on voit souvent, alors que chez l'humain, les crimes sexuels sont quelque chose de particulièrement atroce, bien sûr, et pratiqué majoritairement par nous, les hommes, donc les mâles, alors que chez les autres primates, on ne voit pas trop ça. Alors la question est, mais pourquoi sommes-nous les seuls à avoir cette particularité de faire des crimes sexuels, des viols, des meurtres en tout genre? Et quand on parle de crimes sexuels, c'est crimes sexuels des mâles contre des femelles, donc des hommes contre des femmes, des hommes contre des petits-enfants, des hommes contre des petits garçons ou des petites filles, des hommes contre les hommes, dont le but est bien sûr la jouissance sexuelle sur l'autre. Alors pourquoi l'homme, ce primate étrange, est un primate meurtrier, sexuel et violeur? Et la réponse est assez simple, en fait, et remonte à quelques millions d'années, quand nos ancêtres bipèdes australopithèques sont entrés en savane, et vous allez comprendre que ce qui peut être considéré comme une abomination et une horreur, on voit bien la série américaine que j'aime bien regarder, là c'est New York, section criminelle, je ne me souviens plus, vous verrez le nom, où on voit que des crimes sexuels, c'est une série qui est sur les crimes sexuels, et on voit que c'est vraiment particulièrement humain, et c'est vraiment nous, les primates humains, qui avons cela, qui avons cette tendance. Alors, on voit bien sûr de la violence chez les autres primates, qui est en partie sexuelle, mais pas dans l'acte forcément. On voit par exemple les gorilles, quand un gorille mâle prend un harem de femelles en évinçant un dos argenté, quand un dos argenté évince un autre dos argenté, il arrive parfois que pour se reproduire le plus vite, la vie ayant besoin de se transmettre, l'importance de transmettre les gènes, le gros mâle argenté qui a évincé son collègue va tuer les petits des femelles qui portaient les petits de son concurrent, pour faire en sorte qu'elles soient tout de suite fécondables par l'arrêt de l'allaitement. C'est abominable, c'est affreux, mais c'est classique, mais c'est pas directement du viol. Alors on peut voir évidemment, bien sûr, certaines espèces de singes, comme les chimpanzés par exemple, ou même d'autres, comme les orang-outans, forcer les femelles qui ne voudraient pas se reproduire avec eux en période de rhésus pour pouvoir se reproduire. Mais ce sont des conduites qui ont lieu à une certaine période, c'est-à-dire la période de fertilité des femelles, qui, à ce moment-là, va exciter les mâles. Il faut savoir que
les primates, tous les primates, en dehors des hommes, c'est-à-dire pas les hommes, ont ce qu'on peut appeler des périodes d'oestrus, c'est-à-dire que les mâles vaquent à leurs occupations, en ont un peu rien à foutre des femelles, ils les aiment bien. Bon, des fois, il peut y avoir quelques caresses sexuelles socialisantes, comme chez les bonobos, mais en général, l'attention des mâles vers les femelles ne va se porter que lorsque les femelles sont en période d'oestrus, c'est-à-dire qu'elles vont avoir les muqueuses, par exemple, qui vont rougir, les muqueuses autour de l'anus et de la vulve, qui vont devenir plus rouges, plus colorées, plus humides. Et les mâles vont être attirés, les femelles vont avoir, sous les effets des hormones qu'elles vont produire lors de ces périodes de fertilité, d'oestrus, quand l'ovule peut être fécondé, elles vont avoir des attitudes particulières et tout va bien se passer. Les mâles vont courtiser les femelles, il va y avoir des violences intermâles pour les femelles. D'ailleurs, ces violences intermâles pour les femelles, on les voit aussi chez les humains. Qui n'est pas allé en boîte de nuit et n'a pas vu des abrutis se battre pour la connasse du coin? C'est quelque chose d'absolument classique. Nous sommes des primates à part entière, bien sûr. Mais le crime sexuel, cette frustration de ne pas pouvoir baiser qui mène à toutes les dérives les plus infâmes, est quelque chose de typiquement humain et dérive en vérité d'une situation et de modifications génétiques et comportementales qui nous ont sauvés. Et là, vous allez comprendre pourquoi l'homme, le mâle, et l'homme de l'espèce, et le mâle aussi, l'homme de l'espèce humaine, est potentiellement un violeur et un criminel sexuel, bien plus que les mâles des autres espèces de primates. Alors bien sûr, on a tous les gens un peu sensés qui étudient les primates ont bien vu que quand les primates ne peuvent pas accéder à une femelle en période d'ovulation, ils s'énervent des fois. On a vu un gros orang-outan essayer d'agresser, d'étrangler Pretty Woman, je ne me souviens plus du nom de l'actrice, lorsqu'elle allait voir un sanctuaire d'orang-outan, un gros mâle orang-outan. En vérité, c'est qu'il devait être excité par les odeurs de cyprine, les odeurs de cette actrice qui devait être en période d'ovulation. Mais bon, bien sûr, ça se passe qu'en période d'ovulation. Alors, on va remonter un peu dans le temps et je vais vous expliquer pourquoi nous sommes tous potentiellement nous les hommes, les mâles, des criminels sexuels. Il n'y a qu'à voir les journaux, il n'y a que ça. Entre les violeurs, les pédophiles, les agresseurs d'enfants, Epstein, on voit que c'est vraiment propre à l'espèce humaine et ça a une cause évolutive et pas uniquement sociale. Je dirais plutôt que le social dérive bien sûr de des causes évolutives et y est intrinsèquement lié. Alors, il y a 3 millions d'années, peut-être un peu plus, on s'en bat un peu les boules, nos ancêtres se sont retrouvés bipèdes en savane, c'était des australopithèques, et dans ces conditions-là, la vie est extrêmement dangereuse. Il y avait peu d'arbres pour s'y réfugier, et les femelles étaient les principales victimes des grands prédateurs qui arpentaient ces savanes arborées, c'est-à-dire des végétaux, des herbacées assez hautes, remplis de gros herbivores que des gros prédateurs, des gros fauves vont manger. Et là-dedans, un petit singe bipède, pas si petit que ça, ils étaient quand même extrêmement costauds. J'en ai reconstruit récemment grâce au squelette que m'ont envoyé les Sud-Africains de leur laboratoire. Et c'était quand même de belles bestioles bien musclées, des chimpanzés. Vous avez vu les chimpanzés, ils sont costauds, ils sont méchants. C'était des chimpanzés bipèdes, sans les crocs bien sûr, qui continuaient à grimper aux arbres, qui pouvaient en serrer des bâtons pour taper. Mais dans ces conditions-là, si les mâles australopithèques étaient relativement invulnérables par le fait d'être extrêmement musclés, de taper très fort de haut en bas et de pouvoir saisir par une prise pouce, doigt, ferme, des bâtons pour se défendre et attaquer,
Donc il pouvait partir en savane, bouffer d'une façon relativement sûre, surtout quand il était un petit nombre, hein. Heu, les femelles, elles, avec leurs petits dans les bras, devenaient particulièrement vulnérables aux attaques de fauves et donc devaient se nourrir autour des arbres sur lesquels elles pouvaient monter assez rapidement, arbres souvent près des points d'eau, hein, avec leurs petits dans les bras qu'elles ne pouvaient pas porter en encelure comme les femmes humaines, puisqu'elles avaient un gros ventre rempli d'intestins et un gros côlon fait et une taille large aussi, donc absolument pas de hanches marquées. Elles ne pouvaient pas porter facilement leurs petits dents sur la hanche. Elles ne pouvaient que le prendre dans les deux mains, donc elles ne pouvaient pas se défendre avec des bâtons. Les mâles, eux, pouvaient partir en savane chercher de la nourriture. Ils ne couraient pas très bien, mais étaient assez endurants et, bâton à la main, un groupe de 10 australopithèques musclés, ça faisait son effet sur les prédateurs de taille moyenne et on pouvait leur chaparder de la nourriture, c'est-à-dire de la charogne fraîche, pas encore infestée par des bactéries pathogènes. Non, ce qui fait l'odeur pourrie de la charogne, ça, nous, on ne digère pas et nos ancêtres non plus. Donc, ils étaient obligés d'aller chercher de la charogne fraîche et de la voler aux prédateurs de taille moyenne. Donc, ils s'approchaient, ils piquaient ça, ils mangeaient sur place la viande, les fascias, tout ce que vous voulez, et ils gardaient les os avec, bien sûr, les articulations. Dans les os, il y a de la moelle, c'est extrêmement riche, et de la graisse, qu'ils rapportaient aux femelles. Mais, bien sûr, rien n'est gratuit dans la vie. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, on attend toujours en retour quelque chose. À part le Christ, Mohamed et quelques grands hommes, je ne vois pas beaucoup d'humains, hein, ou même de préhumains, je rigole, prêts à du don gratuit, sauf évidemment les femelles, les femmes pour leurs enfants qui ont une capacité de sacrifice. Alors on ramène bien sûr des os avec de la moelle et des articulations plein de ligaments, plein de collagène, ce qui compense sensiblement et même de façon importante les carences alimentaires que pouvaient avoir les femelles australopithèques qui ne pouvaient pas s'éloigner des arbres, hein, au risque de se faire bouffer par des prédateurs. Et il y en avait énormément, on a calculé qu'il devait y en avoir entre 4 fois plus et 7 fois plus ou 8 fois plus, je crois, que dans les parcs du Kenya, en proportion au kilomètre carré. Donc c'est quand même assez dangereux. Donc, bien sûr, ces échanges se faisaient, échange nourriture, calories, hein, énergie, contre, attention, épouillage et bien sûr, sexe. Mais comme nos espèces ancestrales n'avaient pour les mâles qu'un intérêt, c'est-à-dire que les mâles n'avaient qu'un intérêt pour les femelles en période d'oestrus, les nourrir une fois par mois n'aurait pas été efficace pour les sauver. C'est ainsi que, par le principe darwinien de la sélection naturelle, les femelles ont progressivement perdu ces périodes d'oestrus, ce qui fait que les mâles s'intéressent à elles qu'une fois dans le mois, hein, pour avoir cette capacité à s'accoupler, à échanger du sexe, mais aussi de l'attention et de l'épouillage au mâle contre de l'énergie. Et progressivement, déjà par la position bipède, où la vulve passe entre les jambes et elle ne marche pas à quatre pattes, le cul en l'air, hein, nos femelles ont déjà perdu cette possibilité de visualiser la vulve gonflée et rosacée des périodes d'oestrus, et ça a été beaucoup plus subtil que ça. Il y a eu une perte de ces périodes d'oestrus, une perte du comportement particulier des femelles à un moment donné du cycle pour attirer les mâles et optimiser leur possibilité de se faire féconder, de transmettre leurs gènes, par cette perte des périodes d'oestrus pour se faire courtiser en permanence et nourrir contre du sexe et se nourrir. Elles échangeaient donc du sexe, de l'attention contre de l'énergie, c'est-à-dire de la nourriture. Et c'est ainsi que la sexualité primate classique, qui est une fois
par mois, comme les vieux couples humains, s'est transformée en une sexualité permanente où les mâles partaient en savane chercher de la nourriture en espérant pouvoir ramener des os avec de la moelle et un peu de reste aux femelles, donc des trucs facilement transportables, hein, mais très riches, puisqu'il y a de la moelle dans les os, hein, très riches, pour échanger cette bombe énergétique contre du sexe et de l'attention. C'est ainsi que les femelles sont devenues dépendantes, par leur morphologie en savane, hein, aux mâles, par l'apport énergétique, et que les mâles sont devenus dépendants affectivement aux femelles pour le sexe qu'elles leur donnaient à chaque retour de chasse ou de chapardage, hein, qui les calmait, les rassurait et les rendait heureux. Un attachement affectif du mâle qui rend le mâle capable de conquérir le monde pour rapporter en permanence de la nourriture à une femelle devenue, par sa position bipède, fragile dans un milieu riche en prédateurs. C'est là qu'est apparu bah, le, le passage, hein, du sexe contre énergie, c'est-à-dire le partage des tâches. L'homme rapporte une partie de la nourriture, bien sûr les femelles continuent à en chercher, hein, et l'échange contre du sexe et de l'attention aux femelles. Une sexualité permanente qui n'a pas pour but en réalité la jouissance des mâles et le fait de les calmer et l'apport énergétique des femelles uniquement pour bouffer, mais simplement c'est un système qui a optimisé la survie des femelles et de leurs petits par ce nourrissage en permanence. Donc la transmission des gènes des femelles qui étaient le plus capable d'échanger sexe et énergie en permanence aux hommes, et les hommes qui étaient le plus capables de rapporter de l'énergie et de baiser les femelles en permanence. C'est ainsi que les mâles ayant ces attitudes pouvaient transmettre leurs gènes plus facilement, et les femelles se donnant en permanence optimisaient leurs chances de survie et la survie de leurs petits, hein, qui portent leurs gènes, et aussi les gènes des mâles qui les ont fécondés et nourris. Mais malheureusement, ce système qui a optimisé la survie de nos ancêtres et a permis à l'humanité de survivre dans ce partage des tâches, hein, dans cette dichotomie des activités, hein, a aussi enclenché malheureusement un état terrible de manque et de frustration des mâles qui ne peuvent pas avoir accès en permanence aux femelles. Car cette sexualité permanente, qui, à la différence des autres primates qui en ont en général que foutre des femelles quand elles ne sont pas en période d'oestrus, bien sûr, ils se battent entre eux, ils créent une hiérarchie sociale. Les chimpanzés, par exemple, autorisent la rentrée de femelles dans leur territoire, les mâles défendent un territoire et tuent, bien sûr, les autres chimpanzés des groupes externes qui voudraient rentrer dans leur territoire. Ce sont des guerres sexuelles, mais ce n'est pas proprement parler des crimes sexuels. C'est de causes sexuelles, mais ce n'est pas des crimes sexuels. Malheureusement, l'homme, par ce besoin permanent, hein, le mâle, hein, ce besoin permanent de sexualité, est devenu, pour les femelles, bien sûr, un pourvoyeur d'énergie fondamentale à leur survie, mais aussi parfois un être agressif capable de violer, de tuer, pour pouvoir assouvir sa pulsion sexuelle, son envie de copulation permanente qu'il échangeait. Hein. En général, il échangeait de la nourriture contre la possibilité de se vider dans une matrice. Et bien sûr, cela pose un énorme problème dans nos sociétés modernes, où l'homme continue à avoir une sexualité permanente. C'est une réminiscence de cette histoire de sexe contre énergie. De toute façon, nos petits à croissance lente et à gros cerveau ont besoin, le plus souvent, d'une femme, d'une maman, en permanence à côté d'eux pour les éduquer, dans un premier temps, avec l'aide de tout le groupe, et les mâles vont à l'extérieur chercher de la nourriture, travailler au champ, chasser pendant très longtemps à la période
du Paléolithique, hein, bien que les femmes pouvaient pratiquer occasionnellement de petites chasses. N'écoutez pas les wokistes stupides, on ne peut pas faire des enfants et les allaiter en permanence et pratiquer la chasse au gros gibier. C'est une aberration de wokistes féministes complètement déconnectés d'une réalité biologique nous ayant formatés. Donc, malheureusement, nous sommes devenus des êtres, nous, les hommes, si nous ne nous contrôlons pas, extrêmement efficaces pour nourrir les femelles, mais extrêmement dangereux si nous n'arrivons pas à coucher par la frustration que cela génère, frustration qu'il n'y a pas chez les autres primates, puisque leur sexualité n'est pas permanente. Et cette capacité à baiser en permanence, c'est une capacité à nourrir en permanence, en vérité. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de frustration dans l'espèce humaine, qu'il y a bien sûr une codification par les lois, par les règles sociales plutôt, instaurées par les hommes, qui ne sont que des extensions de notre biologie en vérité, et que les hommes sont devenus des primates violeurs et criminels sexuels par le seul fait qu'ils peuvent le plus souvent, chez les mâles, avoir une grande frustration sexuelle par le fait qu'ils ne peuvent plus nourrir les femelles en échange de sexe, les sociétés ayant évolué. Et c'est terrible pour les mâles et les femelles, mais bien sûr, ça se régule par les lois, par l'éducation, mais il reste une tension interne chez les hommes par ce besoin permanent de vouloir baiser qui n'est pas assouvi parce que c'était quelque chose qui a sauvé l'humanité et qui, maintenant, avec les progrès technologiques, l'évolution de nos sociétés, est un peu moins fondamentale. Mais notre sexualité reste une sexualité permanente d'australopithèque et non une sexualité de gorille ou de chimpanzé. Et même si on montre les bonobos comme modèle de sexualité permanente pour le calmer, c'est absolument pas comprendre que les bonobos n'ont pas une sexualité dans le but de la reproduction, mais on sent une sexualité majoritairement femelle-femelle, pour calmer les interactions sociales, les jalousies, les petits conflits, et qu'elle s'effectue moins entre les mâles et les femelles, les mâles étant souvent un peu à l'écart du groupe des femelles, et par contre, eux étant extrêmement agressifs entre eux, lors des périodes de estrus des femelles pour avoir accès aux femelles. Donc il ne faut pas tout confondre. Mais c'est pour ça, bien sûr, que nous avons, à cause de cette frustration, nous sommes programmés pour avoir une sexualité constante, nous sommes aussi extrêmement frustrés, nous les hommes, de ne pas pouvoir avoir l'attention et la sexualité des femelles qui avaient pour but en vérité d'échanger de l'énergie contre du sexe. Nous sommes programmés pour dépendre affectivement et sexuellement des femelles, et les femelles étaient programmées pour dépendre énergétiquement de nous. Bien sûr, dans nos sociétés modernes, les femmes travaillent, elles ne dépendent plus forcément des hommes, elles peuvent avoir des aides sociales et vivre sans l'aide d'un mâle baiseur et obsédé. N'oubliez pas que c'était lié au nourrissage. On ne baise pas pour baiser, on baisait, la nature nous instrumentalise pour échanger de la nourriture avec des femelles vulnérables. Mais bien sûr, tout cela a changé, mais il reste dans nos sociétés justement ces traces et qu'on peut voir dans cette violence des mâles envers les femelles et des mâles frustrés de ne pas pouvoir avoir sexe, affection et tendresse, même jouer bien sûr, des femmes qui, elles, peuvent récupérer la nourriture, l'énergie pour nourrir leurs petits sans avoir maintenant besoin de se donner aux hommes. Elles peuvent le récupérer avec les aides d'État ou de bons avocats, ce qui peut leur éviter de passer à la casserole, puisque la sexualité a aussi, dans notre espèce, une fonction de récupérer de l'énergie, principalement pour les femmes ou les femelles humaine. Donc vous voyez, c'est intéressant de comprendre pourquoi nous avons énormément de crimes sexuels, de violences, de viols en tout genre dans nos sociétés humaines, alors que dans les sociétés de singes,
cela est beaucoup moins fréquent. Ça ne veut pas dire que les singes ne sont pas violents. On voit chez les macaques extrêmement, qui sont assez violents, hein, des meurtres de petits, hein, de la violence envers les juvéniles, hein. Les mâles ou même les femelles peuvent tuer les juvéniles qui leur emmerdent, ça fait une concurrence en moins, hein. Ça permet, d'optimiser la survie de leurs petits qui vont avoir à ce moment-là la protection des gros mâles, hein, en évacuant d'autres petits. C'est extrêmement violent, mais ce n'est pas à proprement parler de la violence sexuelle qui est propre à l'humain, qui est propre à notre structure de base, qui a été générée automatiquement par le biais de la sélection naturelle chez les australopithèques, avec ces pertes d'oestrus et cette sexualité constante, faite pour rendre dépendants des mâles pourvoyeurs d'énergie aux femelles en échange de sexe, et des femelles dépendantes d'énergie, hein, donc de nourriture, hein, qui échangeaient, leur sexualité et offraient leur matrice aux mâles sachant les nourrir. Voilà, c'était Fred Delavier, petite vidéo du soir espoir pour vous parler des crimes sexuels et pour que vous compreniez pourquoi nous, les hommes, nous sommes si dangereux et qu'il faut vraiment se méfier de nous et bien nous éduquer et nous faire comprendre pourquoi nous avons tant de frustration et de violence en nous. Je vous aime et paix sur terre, mes frères et sœurs.